La publication de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle de 2025 ouvre une nouvelle étape du processus électoral. Entre le rôle grandissant des réseaux sociaux, l'absence remarquée de jeunes électeurs et surtout de jeunes candidats et la progression du genre féminin dans la compétition, des questions se posent. Présidentielle 2025, leçons à tirer après la publication de la liste définitive est le sujet de ce soir. Pour en parler sur ce plateau, Nesmone Delors, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes journaliste, spécialiste de l'éducation aux médias. C'est exact. Bienvenue. Merci. Bonsoir, Justin Koulibaly. Bonsoir, Eliane. Heureuse de vous retrouver. Merci. Alors, vous êtes sociologue et spécialiste genre. Oui, absolument. Et vous insistez là-dessus. Oui, au cours de ce débat, justement, je vais aborder le phénomène de façon holistique, mais je mettrai l'accent sur les analyses sociologiques, mais je ferai aussi beaucoup d'analyses genre. Merci d'être là, Justin Koulibaly. Et à votre droite, Karel Goli. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes juriste. Je suis juriste. Analyste politique. Aussi. Depuis presque une dizaine d'années, j'analyse l'environnement politique en Côte d'Ivoire. Bienvenue sur ce plateau de RTI 1. Alors, nous parlons de jeunes. Les jeunes, c'est l'avenir. Et nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau le président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, M. Ibrahima Diabaté. Bonsoir, président. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va bien. Ça va bien? J'espère qu'il en est de même pour vous, madame. Oui. Et au niveau du Conseil? Les choses se passent bien. Nous sortons donc d'une consultation qui a mobilisé les jeunes sur l'ensemble du territoire national. Oui. Et le fruit donc de ces consultations a été présenté à Excellence Monsieur le Premier ministre dans le cadre donc de l'élaboration du PND. Ben, nous allons en parler tout à l'heure. Avec plaisir, madame. Pour l'heure, je vous rappelle, mesdames, messieurs, que cette émission, ce débat est interactif et vous pourrez réagir, partager vos préoccupations lorsque vous verrez apparaître au bas de l'écran le QR code. Premier arrêt de ce débat, les réseaux sociaux constituent-ils un baromètre de popularité? Micro-trottoir, Seydou Ouattara. Pour gagner des élections, il faut des personnes qui vont aller voter. Quelqu'un peut être connu sur les réseaux sociaux, mais on le voit, on le connaît sans le voter. Je pense que les réseaux sociaux peuvent permettre à un candidat de gagner les élections. Si il fait plus de publicité, plus de vues, comme aussi les réseaux sociaux peuvent aussi nuire aussi à la candidature de quelqu'un. Quelqu'un qui est populaire sur les réseaux sociaux et il pose sa candidature, il ne peut pas gagner. Je prends un exemple. Il y a des gens qui sont populaires sur les réseaux sociaux, mais 90% de leurs fans, par exemple, se trouvent à l'étranger. Donc cela ne veut pas dire aussi que comme la personne fait 1 million de vues en moins de 24 heures, ou bien 1 million de vues en moins de 3 heures, que cette personne-là va gagner des élections. Merci Seydou Ouattara pour ce micro-trottoir. Alors, je vais commencer par vous. Quel est le commentaire après ce reportage, ce micro-trottoir que nous avons suivi? Alors, ce micro-trottoir reflète la réalité de l'usage des réseaux sociaux parce que les résultats sont ambivalents. Soit on crée de l'adhésion, soit on ne crée pas de l'adhésion. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, aujourd'hui, l'outil, les médias sociaux est utilisé aussi comme forme de communication digitale, mais aussi communication politique. Parce que derrière les engagements que nous pouvons voir ça et là, il y a des stratégies de communication qui sont mises en œuvre. Et dans ces stratégies, on peut constater également de la manipulation de l'opinion et des stratégies de désinformation qui vont utiliser des faux comptes et qui vont créer de l'adhésion massive sur les réseaux sociaux, alors qu'en réalité, la personne pour qui on adhère massivement ne pèse pas grand-chose dans l'opinion, hors du virtuel. Hors du virtuel. Alors, Président, quel est votre regard justement en ce qui concerne l'usage des réseaux sociaux? Est-ce que c'est le baromètre ou un baromètre de popularité? Non, il est important de savoir que les réseaux sociaux sont un outil quand même de notre quotidien aujourd'hui, avec donc le 21e siècle, l'évolution de l'intelligence artificielle. En 2023, la Banque mondiale, au cours d'une étude, relevait que près de 40,7% de la population est inscrite à Internet. Donc, c'est dire que les réseaux sociaux peuvent permettre effectivement aux candidats à la candidature, mais également à tous ces personnalités politiques de faire part de leur offre politique, de dire ce qu'ils sont disposés à faire et donc sonder véritablement les populations à travers ces canaux-là. Sauf que les réseaux sociaux ne sont pas un baromètre suffisant parce que c'est une communauté qui réunit à la fois des personnes donc physiques, donc le réel, mais également des personnes fictives.
Vous allez voir qu'il y a plusieurs avatars. Aujourd'hui, avec l'émergence et l'évolution de l'intelligence artificielle, on peut toujours manipuler certaines données pour avoir un assentiment, ce qui est différent de la réalité du terrain. C'est différent de la réalité du terrain. Alors, Madame Goli, vous êtes analyste politique et c'est sur ce sujet, je voudrais donc vous entendre. Réseaux sociaux, baromètre de popularité ou bien est-ce un leurre? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, baromètre, je pense non. Mais levier pour accéder justement à une forme de popularité, un espace de démocratisation de la parole, je dirais oui. Je pense que si on voit aujourd'hui l'essor qui a été fait sur l'utilisation des réseaux sociaux, par exemple, depuis les années 2012 avec le printemps arabe, les différentes révolutions en Iran en 2021, Femmes, Vie, Liberté, l'expression même démocratique qui s'est transposée d'un espace assez physique justement sur les réseaux sociaux. Je pense que quand même les réseaux sociaux offrent une certaine lucarne, offrent un visage cosmopolite de la population, permettent d'arriver certaines fois là où on peut être limité dans le temps, dans l'espace et même par les moyens. Et aujourd'hui, on va se heurter quand même à une fracture numérique parce que quoi qu'il en soit, la fracture numérique va distinguer une population urbaine d'une population rurale. Nous sommes en pleine ruralité et selon les chiffres de l'ARTCI, nous avons à peu près 24% de personnes qui ne sont pas connues. Alors, mais après le tableau que vous avez donc dépeint, vous plantez un décor, moi je voudrais entendre le sociologue. Parce que est-ce suffisant pour dire qu'on est populaire et est-ce gage, parce qu'on est populaire, est-ce un gage pour être retenu ou gagner une élection? Alors, relativement à l'élément, moi je fais deux observations. La première, c'est que ceux qui ont pris la parole sont des personnes connectées, donc qui ont l'habitude de manipuler, je pense, les réseaux sociaux. Et je pense que ces personnes ont compris ce que c'est qu'un réseau social. Du point de vue conceptuel, les réseaux sociaux, ce sont des espaces publics d'abord, mais surtout numériques. Donc, espace public numérique d'interaction, parce qu'on a beaucoup de personnes qui discutent, qui posent des problèmes, etc. Mais aussi, c'est un cadre... Il y a aussi des tensions. Oui, même aussi des tensions. C'est un cadre de visibilité, parce que d'autres vont sur les réseaux sociaux pour de la visibilité, mais pour aussi du positionnement. Mais il faut bien comprendre que c'est aussi un élément d'expression, un vecteur d'expression, mais d'expression politique. Ceci dit, pour revenir sur le mot popularité, il faut dire que c'est une reconnaissance sociale. Quand on a de la popularité, c'est qu'on a la reconnaissance sociale, il y a une certaine adhésion à son discours et puis on a de la notoriété. Est-ce que les réseaux sociaux sont un baromètre? Moi, je dirais oui, fondamentalement. C'est un baromètre parce qu'à partir des réseaux sociaux, on peut mesurer l'opinion de façon instantanée, simplement à travers des likes, à travers des commentaires, à travers des partages. Alors, je voudrais, à tous les quatre, vous demander, parce que vous avez dit que c'est vraiment un gage de popularité. On l'a vu dans l'élément de Seydou Ouattara, dans son micro-trottoir. Il y a quelqu'un qui disait on peut avoir des millions de personnes qui vous suivent, qui nous suivent dans le cadre d'une élection, qui sont à l'étranger. Mais est-ce que ces millions de personnes ont vraiment une influence sur le choix ou le vote de la personne qui est suivie président? Naturellement, bon, c'est pour cette raison que nous avons nuancé tout à l'heure la popularité qui était liée, rattachée donc aux réseaux sociaux. J'estime, en tout cas pour ma part, que les réseaux sociaux permettent de tester les idées qui passent, de sonder la population. Mais il ne faut pas occulter le fait qu'il y ait des personnes qui manipulent les réseaux sociaux. Les algorithmes vont toujours vous proposer ce que vous likez. Les algorithmes vont toujours vous proposer ce qui vous intéresse. Mais derrière, naturellement, il y a des personnes qui manipulent à travers même des avatars. Pour une personne qui a 10 avatars et qui se permet donc aujourd'hui sur les réseaux sociaux donc, de commenter, pour vous qui êtes personnalité politique, vous avez l'assentiment de la population, alors que c'est quelqu'un dans votre service de communication qui s'est permis donc d'avoir ces avatars-là. Est-ce que réellement... Non, il est indéniable que les réseaux sociaux jouent un élément assez important donc, dans le test, encore dans l'avancée des arguments politiques et autres, mais il ne faut pas
occulter un fait qui est très important, c'est qu'ils ne sont pas suffisants. Parce que sur les réseaux sociaux, on a du réel, mais on a aussi du fictif qui n'est pas à négliger. Vous verrez des gens, en fonction du critère démographique et géographique, disons, j'ai envie de dire, qui sont en France, mais qui ne sont même pas des Ivoiriens, qui vont liker parce qu'ils ont vu une vidéo de vous qui a rencontré leur agrément. Est-ce que tout cela vote réellement en Côte d'Ivoire? Je dirais non. Alors, définitivement et fondamentalement, est-ce que ce canal est le canal pour convaincre, c'est le plus fort pour convaincre ou discréditer, ou est-ce tout simplement un élément qui nous permet d'être visible et qui nous accompagne? Et la réalité, elle est celle du terrain. Oui, je veux revenir vraiment sur la question de l'influence étrangère. Parce que quand vous posez la question, j'entends derrière l'influence étrangère à partir du moment où les personnes qui like le plus, vous êtes populaire. Elle n'est pas seulement étrangère, elle peut être à l'étranger. Oui, c'est ce que j'appelle influence. En fait, peut-être que je suis plus sensible à la question de la désinformation et que dans le jargon, on a aussi des thèmes, on parle d'influence étrangère. Nous le sommes, voilà. Je pense tous. Voilà, sur la question. Chers consoeurs. Voilà, oui, très sensible, franchement, nous le sommes tous. Et surtout qu'il y a eu des enquêtes journalistiques comme Story Killers en 2023 qui ont démontré, par exemple, qu'il y a eu des élections qui ont été influencées de l'extérieur parce que des candidats méconnus sont apparus au grand jour sur les réseaux sociaux comme des stars, des personnes populaires, parce que derrière, il y avait justement ces algorithmes, ces faux comptes, ces faux profils, ces bots qui ont été créés pour accompagner. Parce que derrière une élection aussi, il faut dire qu'il y a des enjeux géopolitiques. Et aujourd'hui, au niveau mondial, il y a la guerre informationnelle. Oui. La guerre informationnelle qui est sans merci entre les différents blocs. Aujourd'hui, que ce soit l'Union européenne, la Chine, les États-Unis. C'est mondial. Voilà, mondial. Et on indexe de plus en plus, même vous entendez parler de l'influence russe dans les élections ou bien en Afrique de l'Ouest par rapport aux États de l'AES. Donc, c'est une question essentielle qu'il faut aborder quand on parle d'élections parce que concernant le processus électoral en Côte d'Ivoire, pour nous qui observons les réseaux sociaux, surtout sur l'angle de la désinformation, oui. Nous avons constaté plusieurs cas de désinformation, dont des cas qui viennent de l'extérieur, notamment de l'AES. Et il y a eu vous avez les preuves de ce que vous avancez. On peut le dire, parce qu'il y a des captures qui ont... Non, j'insiste sur la question que je vous pose, parce que nous sommes quand même sur... Oui, c'est important, parce on nous regarde, on nous écoute. Quand je dis l'AES, je ne parle pas du groupement politique officiel, mais je parle de ces États-là, voilà, des individus, voilà, des internautes qui viennent de là. Et par exemple, la désinformation qui a circulé, c'était une capture d'écran qui annonçait le décès du président de la République ivoirienne il y a quelques mois. On se souvient. Et quand on suit les pistes, la plupart provenaient du Burkina Faso. Donc, on a des cas comme ça. Moi, je le dis, hein, on n'accuse pas ces États, mais les individus, les internautes... Les personnes qui y vivent, en fait. Voilà, des enjeux. Parfois, ce sont des Ivoiriens même qui sont à l'extérieur, mais derrière, c'est dans la compétition et, comme je le disais tout à l'heure, dans la bataille d'opinion. Parce que cette bataille d'opinion se mène aujourd'hui sur les réseaux sociaux et dans tous les camps, hein, parce que quand on fait le monitoring, on épingle tous les camps et donc, derrière, il y a des personnes qui manipulent, qui vont même éjecter des discours de haine juste pour pouvoir avoir de l'adhésion ou encore décourager les partisans de leur adversaire. Donc, on verra des vidéos de haine circuler sur les réseaux sociaux et tout. Madame Goli, quand vous entendez, je l'ai dit, vous êtes analyste politique, quand vous entendez justement ce développement autour des réseaux sociaux, un aspect qui est peut-être de manipulation, comment on réussit à combattre cela? Et après, je voudrais écouter le sociologue. Je veux savoir comment on peut se transformer en manipulation et surtout avec ces messages de haine. Madame Goli. Alors, avant de peut-être répondre à la question spécifique de comment est-ce qu'on combat cela, j'aimerais dire que... Et votre regard, bien sûr, sur cette question. Et mon regard, bien sûr. Est-ce que les réseaux sociaux sont suffisants, par exemple, en matière d'élection? Je pense qu'il faut que l'assentiment, ou plutôt toutes ces personnes qui suivent, puissent aussi avoir l'intérêt pour la politique, l'intérêt pour des combats. Parce que les réseaux sociaux ont créé des personnages, ont créé aujourd'hui des terminologies. On parle d'influenceurs. Oui. On est assez complexé sur le terme influenceur, mais ce sont des influenceurs. Ce sont des personnes qui ont aujourd'hui eu un impact sur les modes de vie, les modes d'expression, les modes même d'habillement. Ce sont des personnes qui sont en train de transformer toute une génération. Peut-être pas comme on le voudrait, ou moins qu'on le voudrait, mais ce sont des influenceurs. Mais est-ce que cette influence, est-ce que ces personnes
personnes vont rentrer dans votre mouvement politique ou votre vision politique, c'est là où on parle maintenant de gagner une compétition. Donc, c'était vraiment pour revenir en arrière. Et comment est-ce qu'on va aller contre cette désinformation? Aujourd'hui, les réseaux sociaux, comme j'ai dit, sont des espaces démocratiques. Ce sont des espaces où le non-loi ou la non-loi a pris fin. Nous avons la gouvernance de l'Internet, nous avons des lois, comme la loi de 2013 contre la cybercriminalité. Nous avons des institutions régaliennes qui sont justement commises de manière très spécifique pour appréhender. Et je pense que ces dernières années, nous avons quand même vu l'action de la police de lutte contre la cybercriminalité, qui est devenue, je pense, une agence. Une agence, c'est-à-dire qu'on voit vraiment son importance tentaculaire. Et vous voyez, face à une telle institution, on commence à avoir des internautes qui essaient justement de mesurer leurs propos. Donc, voyez, quand on va sur de la désinformation, quand on va sur des discours de haine, on a besoin d'une action répressive, mais qui soit totalement régalienne. Elle ne peut pas émaner de groupes spéciaux, elle ne peut pas émaner de groupes tierces, elle doit émaner de l'État. Il faut aussi que face à cela, on ait des contre-discours. On ait du fact-checking, on ait des personnes qui vont aller reconstituer la vraie information. Et de plus en plus, même tout ce qui est grandes chaînes, médias sociaux comme Facebook, Twitter, vont commencer eux aussi à avoir leur espace, outils et groupes de fact-checking. Alors, Ghislain, et après on va passer, parce que ça passe très vite, on va passer à l'axe 2. Alors justement, votre regard de sociologue. Alors, ce que je peux analyser sous l'angle sociologique ici, c'est de bien faire comprendre aux téléspectateurs que les réseaux sociaux contribuent à créer des identités politiques, je veux dire dans l'espace virtuel. Quand vous regardez en Afrique ou dans le monde, on a justement des personnalités qui ont pu se bâtir une identité grâce aux réseaux sociaux. Donc quand vous êtes sur les réseaux sociaux, on parle d'identité numérique. Parce que vous allez avoir le nom, le prénom, vous allez avoir les récits de vie, etc. Et donc, à partir des likes, des commentaires, des partages et autres, ils vont vraiment construire cette identité politique. Au-delà de la construction de ces identités politiques, on a également les réseaux sociaux comme un levier qui permet d'appartenir à des groupes sociaux. Donc vous verrez que sur l'espace numérique, on a des personnes qui appartiennent à des groupes politiques. Voyez-vous, on peut avoir des groupes politiques, on peut avoir des groupes religieux, on peut avoir des groupes sportifs. Donc ça, c'est vraiment des appartenances sociales. Et en fait, on peut bâtir toute une réputation et développer un capital symbolique grâce à Internet. Alors ça, c'est le bon côté. Pour moi, c'est le bon côté que vous nous présentez. Donc ça, c'est le bon côté qu'il faut qu'on sache. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des limites. Et le président le disait tantôt avec la question des algorithmes. Mais moi, je voudrais dire que, attention, quand on capte l'opinion, c'est l'opinion d'une partie de la société et non de toute la société. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas sur Internet. Ceux qui sont en milieu rural, qui utilisent encore les canaux classiques ou traditionnels de communication, tels que la radio, la télévision, qui n'ont pas accès à Internet. Alors, ils sont exclus. Ceux-là, ils sont exclus. Deuxième chose, c'est que au niveau des hommes et des femmes, il y a des femmes qui ont peur d'aller sur les réseaux sociaux parce qu'elles sont exposées au cyberharcèlement, par exemple. Et donc, ce que je veux dire, on peut bâtir une réputation, une crédibilité, mais est-ce qu'on convertit cette réputation, cette crédibilité sous forme d'ancrage sociologique sur le terrain? Est-ce que on transfère ça sous forme de légitimité auprès des communautés? Je pense que c'est le vrai défi. C'est le vrai défi. Oui, allez-y. On a vu des artistes qui ont commencé avec Internet et qui ont eu du monde à leur concert. Mais là, on parle de l'adhésion politique. Et il faut connaître aussi l'environnement politique, sociologique aussi, le rapport à la politique.
Et c'est important parce que généralement, les gens jouent sur la fibre ethnique, sympathique et autres. Ce n'est pas forcément ce qui va se dire sur Internet qui va influencer leur vote. Alors, est-ce que vous pensez, Président, que, parce que vous avez parlé tout à l'heure, moi je vais aller au-delà, hein, il y a les fake news, c'est vrai que ça commence à être un peu dépassé tellement on a avancé, il y a les deepfakes, il y a les trolls, on crée énormément d'éléments. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, Président, que avec votre regard d'être jeune, c'est vrai, les réseaux sociaux peuvent justement permettre de contourner les médias classiques. Et je vous poserai la question par la suite parce que je parle de médias classiques et on reste quand même un peu nostalgique. Est-ce que les réseaux sociaux peuvent contourner les médias classiques comme la télévision? Aujourd'hui, nous sommes sur un plateau de télévision, on parle des réseaux sociaux, ceci dit. Non, je pense que les médias classiques ont leur rôle. Ils sont suivis naturellement. Rien qu'à suivre donc, les ménages... vous verrez que le 20h, le journal de 20h de la RTI est suivi par bon nombre d'Ivoiriens, la majeure partie des cas. Quand vous prenez également, il y a des émissions qui ont une très forte audience. Donc je pense que les médias classiques jouent leur rôle, sont suivis par bon nombre d'Ivoiriens. Ceci dit, il ne faut pas occulter le fait que les réseaux sociaux aujourd'hui sont une réalité, sont le quotidien de bon nombre d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes. Il ne faut pas oublier que c'est des millions, des dizaines de millions, j'en parlais tout à l'heure à travers l'étude de la Banque mondiale, d'Ivoiriens qui sont sur ces réseaux-là, soit pour le e-commerce, donc c'est-à-dire vendre des produits en ligne, soit pour vendre donc leurs idées, parlant donc d'activités politiques, ou encore même pour faire la promotion de différentes formes donc de concepts ou encore de langage. Aujourd'hui, les réseaux sociaux donnent une identité, comme cela a été dit sur le plateau, et à côté donc des médias classiques, à côté donc de tous ces canaux-là, avec une connexion, on a accès facilement donc à ces canaux-là pour avoir nous-mêmes, et pour certains même créer même des chaînes aujourd'hui et passer des messages donc qui rencontrent nos agréments. Oui, rapidement, après Madame Goli, et on va, vous allez terminer. Un mot juste. Je voulais rassurer que les médias classiques ne vont pas disparaître parce que nous avons le professionnalisme dans les médias classiques. Et aujourd'hui, les médias classiques se digitalisent. On a la RTI qui est connectée sur Internet, qui a le direct, et c'est là le mode de consommation. Donc, les médias classiques épousent aujourd'hui l'ère du digital, l'ère de la consommation, la nouvelle forme de consommation de l'information. Et quand on a fait au niveau de l'Union de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, le réseau de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, des journalistes professionnels bien entendu, une enquête a été menée pour voir d'où prévenait plus la désinformation. Et le résultat dans le processus électoral de 2020, c'était plus les réseaux sociaux que les médias numériques dirigés par des professionnels. Parce que l'éthique et la déontologie vous suivent même quand vous êtes en ligne. L'éthique et la déontologie. Oui, Madame Goli, après, et nous allons passer au second axe. Allez-y, Madame Goli. Alors, ce que je voulais ajouter, c'est le reversement des médias classiques. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les médias classiques vont subsister comme dans leur forme? Je ne crois pas. Parce que la digitalisation... je crois que vous l'avez dit, qu'il y a une adaptation, il y a une adaptation. Mais est-ce qu'il n'y a pas une absorption même de ce digital-là? C'est-à-dire que, est-ce que les médias classiques ne sont pas en train de devenir une sorte de duplicata aussi du digital et des médias sociaux? Donc, pour moi... Vous basez sur quoi pour dire ça, Madame Goli? Moi, c'est une question. Je me dis que je suis moins confiante en la pérennisation des médias classiques dans la forme qu'on connaît maintenant. Voilà. Et aussi, on a la particularité des réseaux sociaux à capter des populations jeunes. Par exemple... On va parler des jeunes tout à l'heure. On va parler Gardez cet élément pour les jeunes. D'accord, OK. Oui, moi, rapidement, ce que je voulais dire, c'est qu'au constat, les réseaux sociaux court-circuitent, et je mets court-circuiter en griffe, court-circuitent les médias traditionnels ou classiques. Parce qu'à l'époque, ce qu'on constatait, c'est qu'à travers les médias traditionnels ou classiques, on s'adressait aux citoyens. On passait par ces médias. Maintenant, avec l'avènement des réseaux sociaux, à partir de 2000, on n'a plus besoin de passer par, forcément, je veux dire, par les médias traditionnels. On s'adresse, donc les politiciens peuvent s'adresser directement aux citoyens sans passer par les médias classiques. Je vais vous poser une question à tous les deux. Et après, il faut qu'on attaque ce second axe. Mais c'est ce que vous dites. Les politiciens parlent directement donc, à leur population, à leur cible. Alors, est-ce que, moi, je reviens, est-ce qu'ils sont formés à l'utilisation
on va dire, vertueuse des réseaux sociaux. Oui, mais justement, c'est là le défi. C'est là le défi. Si vous permettez. Là, moi, je suis très optimiste par rapport à la survie des médias traditionnels. C'est qu'aujourd'hui, même dans les écoles de formation, comme à l'ISTC, nous enseignons à nos étudiants le web journalisme et ils s'adaptent. Vous verrez souvent nos étudiants de l'ISTC actifs sur les réseaux sociaux en pensant qu'ils sont des simples internautes alors qu'ils sont formés pour cela. Ils sont professionnels. Ils sont des professionnels. Donc la profession, on l'a entendu quand la télévision est arrivée, la radio est arrivée, parce qu'il y a des modes de consommation qui ne vont pas disparaître. Vous parlez de modes de consommation, mais le contenu, il n'y a pas d'égal. Parce que quand on regarde le contenu communicationnel pour faire de la promotion, la publicité, ce n'est pas du journalisme. Et parfois, par manque d'éducation aux médias, mais justement, parfois, ce n'est même pas de l'information. Il y a une confusion entre l'information et l'opinion. Or, on assiste plus à l'opinion sur les réseaux sociaux. Rapidement. Donc, moi, je pense qu'on est d'accord qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, Internet, le digital, on passe à l'acte. Mais il faut savoir que parmi ces acteurs-là, les journalistes professionnels, ils sont, et que les médias se digitalisent aujourd'hui. Ce que nous faisons comme constat, c'est qu'aujourd'hui, le mode de vie a changé. Quelqu'un se lève le matin, son premier réflexe, c'est pas d'aller allumer la télé, c'est d'aller sur Internet, scroller, avoir des informations. C'est pour cette raison que je dis qu'effectivement, on court-circuite un peu les canaux classique, parce que justement, on va directement à l'information. Malheureusement, ce n'est pas toujours régulé. Il n'y a pas toujours... Oui, mais rapidement, Président, vous, et puis nous passons au second acte. Non, je pense que le plateau était très animé sur la question. Le plateau était très animé, mais si vous permettez... Oui, est-ce qu'ils sont formés? Parce que vous avez parlé des hommes politiques qui s'adressent directement, c'est très facile, c'est très rapide. Ma question, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a une formation, justement, de ces hommes politiques ou des personnes qui travaillent dans leurs cellules de communication quant à l'utilisation vertueuse des réseaux sociaux ou du numérique? Pour avoir une réponse claire à cela, il faut mener une étude. Nous n'avons pas donc d'éléments qui nous permettent donc de répondre concrètement à la question, mais ceci dit, c'est un souhait. C'est un souhait et c'est un défi à relever. Ce qu'il y a à relever, c'est que même pour ceux qui vont sur les réseaux sociaux, qui ont connaissance donc de la législation en vigueur qui vient régir en tout cas l'utilisation des réseaux sociaux en ce qui concerne l'utilisation saine et responsable et autres, une fois qu'ils ont une opinion donc sur les réseaux sociaux, ils se donnent les moyens d'aller vérifier cette opinion-là. Et c'est sur les canaux traditionnels tels que les chaînes, parce que justement ces chaînes-là sont crédibles et autres. Je pense que l'éducation aux médias des internautes, ce n'est pas que la question reste en suspens. Oui, en fait, il y a des initiatives qui existent. On est tous responsables. Oui, bien sûr. Et aussi, il y a des organisations de la société civile qui font beaucoup de formations à l'endroit des internautes pour une utilisation responsable. Responsable du numérique et des réseaux sociaux. Madame Golier, après, rapidement. Je pense que l'utilisation responsable ne signifie pas qu'on n'a pas une transformation. Le web journalisme n'est pas le journaliste classique. C'est ça, en fait. Parce que quand on parle pour vous, c'est quoi? C'est une forme de journalisme avec la déontologie, mais qui va se transformer en une autre forme. Quand on parle de médias classiques, il y a la forme, il y a le papier, il y a la télévision, parce qu'on n'a pas dit que c'est mauvais, on n'a pas dit qu'il n'y a pas de déontologie. On dit juste que dans leur forme qu'on a connue, on va forcément aller vers une transformation qui va faire disparaître peut-être un temps, ça peut certains supports. Donc c'est vraiment ça que je veux. Est-ce que, et là je ne vous pose pas la question, mais je vous dis, est-ce que ce n'est pas l'intelligence de s'adapter au nouveau? Mais bien sûr. Il faut s'adapter. Merci. C'est ce que tout le monde fait. Il faut s'adapter. Alors, la RTI, de toute la manière, elle est totalement engagée sur cette voie. Et ce mot me permet justement de vous annoncer l'axe 2. C'est 2 femmes sur 5 ont été retenues. Donc, c'est une montée en puissance, dit-on, du genre. Papier libre de Siaka Kone, et puis je vous écoute par la suite. Avancée sans précédent, 2 femmes figurent parmi les 5 candidats retenus pour la présidentielle du 25 octobre 2025. Simone Evier Gbagbo et Henriette Lagou, 2 femmes, 2 parcours, un même objectif. Conquérir le fauteuil présidentiel dans un paysage politique encore largement dominé par les hommes. Ancienne première dame et cofondatrice du FPI, Simone Evier Gbagbo revient au devant de la scène avec son propre parti, le Mouvement des Générations Capables. Elle se positionne comme la voix de la réconciliation nationale et de la souveraineté africaine. Quand on va aux élections, on va à la pêche aux voix. Et j'espère que aussi bien à gauche qu'à droite, au centre, qu'il y ait des électeurs, des citoyens ivoiriens qui soient prêts à soutenir ma candidature. Figure de la discrétion et de la détermination,
Henriette Lagou est leader du Rassemblement pour la paix, la concorde et l'émergence. Ancienne ministre, députée et militante de la paix, Henriette Lagou prône la gouvernance féminine basée sur l'écoute, la transparence et l'inclusion sociale. C'est une candidature que je porte pour que le combat des femmes aboutisse, le combat de l'égalité du genre. Donc, ce n'est pas une candidature des femmes, mais c'est une candidature de la Côte d'Ivoire qui va permettre aux femmes aussi de s'exprimer. Il faut voir aussi la femme à la gestion pour savoir qu'est-ce qu'elle peut apporter. Leur présence dans la course électorale est un signal fort dans un pays où les femmes représentent plus de 50% de la population. 2 femmes sur 5 candidats, 40% de représentativité féminine, un record dans l'histoire politique ivoirienne. Simone Eivie Gbagbo et Henriette Lagou veulent briser le plafond de verre. Le 25 octobre prochain, les unes diront si la Côte d'Ivoire est prête à confier les rênes de l'État à une femme. En attendant, elles sont là, déterminées et bien décidées à faire entendre leur voix. Merci Siaka Kone pour cette analyse. Alors Ghislain Koulibaly, quel commentaire par rapport à ce qui a été dit? C'est un combat, faire entendre la voix de la femme et surtout aussi montrer ses capacités à diriger. Qu'en pensez-vous? Est-ce que la Côte d'Ivoire est prête? Oui, vous constatez que je souris parce que pour moi c'est une avancée. 2 femmes sur 5, c'est une avancée et c'est une avancée significative, j'ajouterai. Et simplement quand je regarde le chemin parcouru, surtout en termes de chemin parcouru, je pense qu'il y a eu de grosses luttes dans ce pays. C'est véritablement la synergie entre l'État de Côte d'Ivoire, le secteur privé, les partenaires au développement, les organisations de la société civile. C'est cette synergie qui nous permet aujourd'hui d'avoir cette avancée significative. N'oublions pas qu'au niveau de l'État, il y a eu tout un cadre légal, donc normatif, qui a été mis en place pour favoriser cette participation politique des femmes. Oui. Il y a eu un cadre politique et stratégique. Quand vous prenez le document de politique nationale de l'égalité et de l'équité qui vient d'être révisé, vous constatez que c'est un engagement fort de l'État de Côte d'Ivoire. N'oublions pas la loi de 2019 portant amélioration de la représentativité des femmes au sein des assemblées élues. C'est une avancée significative. Pourquoi? Parce que le champ politique est un champ masculin ou masculinisé. On a voulu nous le faire croire. Et donc aujourd'hui, quand on a une percée de femmes, ça veut dire qu'on assiste à une sorte de transformation des normes sociales qui sont des normes sociales sexistes et qui confinent les femmes dans leur rôle reproductif et communautaire. Aujourd'hui, les femmes doivent jouer leur rôle productif, donc stratégique, et ça passe justement par le champ politique. Ça passe par le champ politique. Qu'est-ce que vous en pensez, Nesmone? Oui, l'analyse est pertinente, mais pour moi, il faut aller au-delà parce que ces construits sociaux qui ont relégué longtemps la femme en deçà de la sphère publique et politique, ce sont des construits qu'il faut déconstruire. Et je pense qu'en les déconstruisant, c'est important de rentrer dans l'histoire véritable de la femme africaine et de la femme ivoirienne. Quand je regarde le matrimoine Simone Gbagbo, c'est un engagement politique depuis l'âge de 16 ans. Elle n'a pas attendu ces lois amélioratives. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas bonnes, ces lois, mais elle n'a pas attendu ces lois amélioratives pour s'engager. Elle est restée constante dans son engagement politique. Henriette Lagou n'est pas candidate pour la première fois non plus. Oui. Elle est là sur le terrain depuis longtemps. Donc il faut dire que la femme en politique, c'est africain. Malheureusement, on nous a fait croire que ce n'était pas africain. C'est pourquoi je parle de matrimoine. Quand on dit que c'est africain, c'est africain parce que dans la société traditionnelle africaine, la femme a toujours occupé l'espace public et politique. Mais dans l'histoire, en racontant l'histoire, il y a eu une injustice mémorielle. Donc, oui, je vais dire même une injustice mémorielle parce qu'on a attaqué l'histoire des femmes, on a attaqué la mémoire des femmes en faisant croire que votre place est à la cuisine et que dans nos sociétés, alors que c'est dans la même société africaine qu'on avait les femmes chefs de village. Et quand il y a eu la colonisation, avec les lois de Napoléon, les femmes ont été exclues de l'espace public et politique et que Napoléon a nommé ses chefs de village hommes.
On va parler toujours de l'histoire politique de la femme ivoirienne en parlant des femmes qui ont marché sur Grand Bassam. Oui. Mais avant ces femmes qui ont marché sur Grand Bassam, il y a eu des femmes même qui ont lutté contre la pénétration française. Vous parlez même. Les résistances, oui. Donc l'histoire, c'est une longue histoire politique. Il faut restituer justement cette histoire pour déconstruire aujourd'hui et faciliter l'adhésion. On parlait tout à l'heure de vote de public. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des femmes candidates, mais est-ce que l'opinion est prête aujourd'hui à voter pour des femmes? Ça a été ma question. Et il faut briser ces constructions. Ça a été ma question. Après, je prendrai le président. Alors, Madame Goli, ça a été ma question justement par rapport à ce qu'on a vu. On se dit, il y a une avancée. Est-ce que la Côte d'Ivoire est prête? Est-ce que les électeurs sont prêts à voter pour une femme en Côte d'Ivoire? Ce serait difficile pour moi de parler au nom des électeurs. Et vous êtes électeur? Électrice, oui. Électrice. Oui. Mais alors, je peux déjà dire que moi, je vais analyser votre propos sous l'angle du parrainage. Je pense que pour moi, le parrainage, qui est une petite élection, a adoubé ces femmes. Parce que, quoi qu'il en soit, il y avait énormément de candidats et de candidates en lice. Et ceux et celles qui ont été retenus sont ceux et celles qui ont justement passé par des barrières. La barrière du financement, mais celle du parrainage. Parce que pour moi, si elles ont eu des électeurs qui ont été prêts à justement cautionner moralement leur candidature, ça veut dire qu'elles ont un électorat qui est prêt. Ça veut dire qu'on a justement une reconnaissance populaire de ces femmes. On a des populations qui ont dit, nous, on veut que vous soyez candidate. Et c'est en cela que pour moi, le parrainage, il est intéressant, quoique mal peut-être appliqué, parce que pour moi, aujourd'hui, le parrainage, c'est un levier de mesure de la popularité depuis qu'on en parle. Terrain, ce sont des femmes qui ont prouvé qu'elles sont allées sur le terrain, elles ont mobilisé des équipes de campagne. Elles ont convaincu. Elles ont convaincu, elles ont eu ces personnes-là qui ont dit, nous, on se porte justement volontaire pour vous mettre à la deuxième phase maintenant. Donc, il faut maintenant voir le parrainage comme cela. Comme ma soeur l'a dit, ce sont des parcours connus aussi. Ce sont des femmes qui ont justement transcendé des générations. Madame Simone Eivé ne date pas de... le combat ne date pas de maintenant. Elles ont un long parcours politique. Elles ont un long parcours. Est-ce qu'aussi ce long parcours-là ne va pas jouer en faveur des femmes lorsqu'elles sont dans la politique? C'est une question. Ça va vraiment. C'est une question. Alors, Président, quel est votre regard justement sur la présence de 2 femmes, donc sur les 5 candidats retenus? Qu'est-ce que cela révèle selon vous? Alors, pour moi, la présence de Mme Simone Eivé-Gbagbo et également de Mme Lagou sur la liste donc, des candidats retenus pour l'élection du président de la République le 25 octobre prochain vient confirmer les arguments que nous avons présentés tout à l'heure dans le cadre donc, de la popularité qui était liée aux réseaux sociaux. Regardez très bien la liste des candidats qui ont vu leur dossier mis en marge parce qu'ils n'ont pas rempli donc, les conditions de parrainage. Et vous remarquerez que plusieurs d'entre eux ont une meilleure audience sur les réseaux sociaux que ces 2 dames qui ont été donc retenues. Je voudrais ainsi donc saluer leur courage, saluer leur abnégation et saluer le travail territorial qui a été fait. Tout à l'heure, donc, le parcours de Mme Simone Eivé-Gbagbo a été relevé sur le terrain. Elle travaille corps et âme parce qu'elle a envie donc de gérer donc la Côte d'Ivoire. Le samedi dernier, nous avons été informés de ce que son état-major même a désigné déjà et a mis en mission les jeunes de son parti, un nouveau président de la jeunesse au niveau donc du MGC. Cela est salutaire et présage en tout cas de l'engagement que son parti a pour la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne leur présence sur la liste des candidatures retenues, je ne pense pas que ce soit parce qu'elles soient totalement femmes ou uniquement femmes. C'est parce que justement, elles ont les compétences. Non, je ne pense pas parce que, voyez-vous, on ne vient pas en politique pour faire de la figuration. Il y a beaucoup de mesures incitatives. Quand vous prenez donc la politique nationale relative donc aux femmes, tout à l'heure il y a eu la loi de 2019 qui a été citée en exemple. Ce sont des lois et des mesures incitatives. Mais au-delà de tout ça, il faut que les dames prennent leur destin en main et c'est ce qui a été fait par ces 2 dames. Elles ont été soumises aux mêmes règles, aux mêmes conditions que les autres candidats et sur la 60aine des candidats qui ont été présentés, donc on a vu leur dossier validé. Je voudrais donc les féliciter et dire maintenant que ce que nous attendons d'elles, c'est leur offre politique sur le terrain, parce que justement ce que l'Ivoirien ou l'Ivoirienne qui est au fin fond de la Côte d'Ivoire attend, c'est qu'est-ce qu'elles ont à proposer aux Ivoiriens pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Qu'est-ce qu'elles ont à proposer aux Ivoiriens? Mesdames, Messieurs,
encore une fois, je vous rappelle que le QR code, il est le vôtre. Posez vos questions, partagez vos contributions et vos questions seront posées donc à nos invités. Alors, on a quand même vu, c'est vrai qu'on parle de l'élection présidentielle, une femme à la tête de la Côte d'Ivoire. Dans d'autres pays anglophones, il y a des femmes qui ont dirigé. À côté au Libéria, Ellen Johnson, on a en Tanzanie, on a en Zambie. Est-ce que y aurait-il un problème en Afrique francophone? Je vous pose la question. Moi, je veux bien répondre. Très rapidement, parce que je fais le tour. Y a-t-il un problème en Afrique francophone? Oui, c'est concernant le plafond de verre. Oui, justement. C'est pourquoi j'évoquais tout à l'heure la question de la colonisation. C'est vrai que nos sociétés ancestrales, tout n'était pas angélique. Hein. Je sais que l'intelligentsia africaine aime voir l'Afrique précoloniale comme très idyllique, mais il faut comprendre que la colonisation a joué une part importante dans l'instauration du patriarcat judéo-chrétien, arabo-musulman, et même ce qu'on a pu voir dans la société avec les lois, je le disais, de Napoléon, qu'on peut copier. Et donc, cette colonisation française a réjailli aussi ses conséquences dans ces États français. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de justice mémorielle, et c'est grand temps maintenant aussi de rendre justice à la mémoire des femmes africaines, de restituer la véritable histoire, parce que lorsque Napoléon arrive et que, avec ces lois, avec l'instauration du patriarcat, la femme va être reléguée hors de l'espace public et politique, cela va avoir des impacts longtemps sur elle, sur sa descendance. Et donc, même les produits de rente au niveau économique, parce que pour faire la politique aussi, il faut avoir les moyens. Du financement. Mais quand ces produits comme le café, le cacao vont être confiés à des hommes, donc le partage qui était de mise dans ce système patriarcal occidental va se retrouver aussi dans nos systèmes, alors que l'Afrique précoloniale avait ces systèmes de gestion et de pensée. Quand on a fini de faire ce constat, on fait quoi? Quand on fait ce constat, il faut transformer, il faut changer les choses. Donc rappeler l'histoire, parce qu'aujourd'hui, il faut déconstruire les mentalités. C'est très important de déconstruire. Le blocage, il est dans le construit social. Parce qu'on a beaucoup de lois, mais seules les lois ne suffisent pas. Il faut maintenant les comportements. Il faut transformer ces lois en comportements. Et pour transformer ces lois en comportements, c'est agir sur les construits. Agir sur les construits, Ghislain. Et je vois que le président veut dire quelque chose. Oui, allez-y, après je vais écouter le président. Ce que je voulais faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'environnement est favorable. Il y a eu cette lutte. Très optimiste. Non, l'environnement est favorable. Il y a eu cette lutte pour l'égalité de chances, hommes et femmes, en politique et dans tous les secteurs d'activité, et l'État y veille. Quand l'État crée les conditions, l'État aussi, justement, s'engage dans un processus transformationnel. Ici, ce qu'on veut changer, ce sont les normes sociales. On est dans une société patriarcale avec des normes sociales qui ne sont pas en faveur, je veux dire, des femmes et des filles, parce qu'elles n'ont pas été socialisées au leadership. Elles n'ont pas été socialisées à l'exercice du pouvoir. Elles n'ont pas été socialisées à l'exercice de l'autorité. Voyez-vous, je pense que c'est l'homme qui a toujours été mis devant. C'est pour cette raison que dans la loi de 64 sur le mariage, l'homme était chef de famille. Ça a changé. Aujourd'hui, avec la loi de 2013 sur le mariage, on a une cogestion. Elle fait bien de le dire. On est dans un processus de changement de mentalité, d'attitude et de comportement. Saviez-vous qu'en Afrique et partout, précisément en Côte d'Ivoire, le manque de financement était un défi pour les femmes? Oui, mais ça absolument, mais clair. Il faut de l'argent pour les campagnes. Les nombreux cas de violences basées sur le genre. Le champ politique, il y a des cas de violences faites aux femmes en politique. Donc, ça les décourageait. Troisième chose, c'est les stéréotypes, c'est les normes sociales sexistes. Ce que je veux dire, c'est que à partir de l'environnement qui est favorable, on a constaté cette montée en puissance, j'allais dire symbolique. C'est comment transformer cette visibilité symbolique en véritable pouvoir sur le terrain. Comment transformer cette montée, cette transformation, cette visibilité. Elle est symbolique, c'est vrai, mais elle est réelle. Elle est réelle, mais comment on la transforme sur le terrain. Président, comment justement, qu'est-ce qui peut être fait et que cela ne soit pas juste un feu de paille? C'est justement à travers l'offre politique. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Les deux dames, donc... les deux candidates. Les deux dames. Les deux candidates. Donc je dis les deux dames, bon, les deux candidates ici. Mais
Quelle est l'expression que vous souhaitez le plus? Les deux candidats donc à la magistrature suprême. Les deux candidates donc à la magistrature suprême, si elles proposent et qu'elles inspirent le maximum d'Ivoiriens, il n'y a pas de raison. Et après, si on prend donc l'engagement politique des dames, regardez un peu la Côte d'Ivoire ces derniers temps. En 2023, il y a Mme Anne-Désirée Oloto, qui est ministre d'État, qui va dans la région du Cavali, qui est une région qui a été majoritairement et depuis des dizaines, des vingtaines d'années gérée essentiellement par des hommes, devenue présidente du conseil régional donc, du Cavali, alors que les élections avant ça, elle avait perdu face au même candidat. Quand vous allez également dans la région du Moronou, c'est une dame qui a remporté parce qu'elle a inspiré confiance, parce qu'elle a inspiré davantage, parce qu'elle a proposé, elle a montré qu'elle était capable de... Et pour moi, l'engagement politique, c'est ça justement. Il faut que, peu importe le fait que vous soyez homme ou femme, il faut que vous soyez capable d'inspirer confiance aux populations, aux électeurs, mais il faut également que vous soyez capable de montrer que vous êtes celui qu'il faut à la place qu'il faut. Être celui qu'il faut à la place qu'il faut, Madame Goli. Alors, vous avez posé une question, est-ce qu'on a une différence entre le monde francophone et anglophone? Je pense que l'éducation et la socialisation au niveau même des francophones et des anglophones est très marquante. Hein. Vous savez, si aujourd'hui vous voyez deux enfants qui évoluent dans ces systèmes-là, vous allez voir par exemple, même au niveau des femmes, que la petite fille anglophone sera peut-être un peu plus encline à s'exprimer, justement, ils vont développer aussi le leadership dans la petite enfance, ils vont développer l'engagement citoyen. Vous allez voir que le bénévolat, s'engager pour la communauté, commence souvent très tôt. On ne bride pas forcément des émotions. Et ça commence à venir au niveau du monde francophone maintenant. Oui. Et donc, on va avoir justement deux types de socialisation, donc deux types d'individus. Donc, comme je peux citer par exemple Étienne de la Boétie qui dit que si vous avez deux chiens d'une même portée, que vous les faites grandir, l'un dans un domicile qu'il est gardé et tout, et l'autre dans la brousse, vous allez avoir justement deux rapports à la liberté qui sont différents, quoi qu'ils émanent de la même portée. Donc, je pense qu'on a vraiment une socialisation différentes, mais le pouvoir économique. J'entends là parce que c'est quand même 50 millions de francs CFA qui ont été aussi payés. Donc elles les ont réunis comme les autres candidats. Donc là, on a quand même le visage de la pauvreté qui est assez féminin. Banque mondiale, études, genre et tout. Donc on a quand même cette barrière économique aussi qui va constituer un plafond de verre. Et ces femmes qui vont commencer à percer ce plafond de verre, vous allez voir qu'elles sont très puissantes. Et j'avais posé la question, combat politique, appareil étatique ou appareil des partis politiques vont aussi être leur force. Est-ce que les partis politiques aujourd'hui, quand ils deviennent très puissants avec ces femmes-là, quand elles deviennent économiquement puissantes aussi, vont pas changer des barrières? Ce serait difficile de dire à Madame Anne Oloto de s'asseoir derrière dans une communauté, mais je pense que si moi j'arrive, ils vont me mettre derrière. Donc le statut sociétal et social de la femme va beaucoup l'aider en politique. Alors, avant que Justin Coulibaly, je voudrais juste poser une question au président, parce que c'est quand même le président des jeunes de Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que, président, ces candidatures, est-ce qu'elle, selon vous, elle renforce la représentativité et la crédibilité de la démocratie? Est-ce que vous, jeunes, cela vous parle pour un changement justement de comportement et d'approche? Pour moi, la démocratie, c'est le respect des règles édictées par la nation. Et je pense que ces deux candidates retenues ont fait acte de candidature au même titre que les hommes. Et au vu de ce que, et au regard de ce que ces dames remplissaient, donc les conditions, elles ont été retenues. Justin Coulibaly, vous vouliez intervenir? Oui, quand je regarde aujourd'hui notre sociologie, est-ce que nous sommes prêts à franchir le cap pour permettre justement à une femme d'être à la tête, je vais dire, de notre pays? Objectivement, je pense que non. Et je vous ai posé la question tout à l'heure. Oui, je pense que non pour le moment, pour plusieurs raisons. C'est vrai que... Pourquoi faudrait-il qu'il y ait des raisons aujourd'hui? Non, je le dis parce qu'elle dit quelque chose qui est fondamental. Oui. Est-ce que les mentalités ont changé? C'est vrai que le processus a démarré, mais je ne crois pas que les modèles de socialisation aient changé.
dans la cellule familiale, qui est la plus petite unité de la société, où on socialise la femme et, je veux dire, les hommes, les filles et les garçons aux attentes de la société, on a déjà une catégorisation, les premiers biais. Et ce sont des sectes générationnels qui se mettent en place. Je pense que tant que le modèle de socialisation n'est pas déconstruit pour libérer le plein potentiel de la femme, il est difficile qu'on change notre rapport à la femme. Quel est notre rapport à la femme? Si on pense que le rapport à la femme, c'est juste la voir sous l'angle de la séduction, il y a un problème. Est-ce qu'on voit la femme comme un être qui a la même dignité, les mêmes droits que l'homme? Attention, dans les faits, les hommes pensent qu'ils sont supérieurs aux femmes. Et c'est faux. Pourtant, toutes les lois disent le contraire. Voilà. Alors, moi, je voudrais... Parce que là, on parle comme de l'offre, vous parlez de l'offre politique. L'offre politique, ce sont les partis politiques qui doivent les accompagner. Mais moi-même, je vais au-delà. Est-ce que... J'ai posé la question à Mme Goulet tout à l'heure et je lui ai dit que vous étiez électrice. Est-ce que les femmes aujourd'hui, sont prêtes à voter pour ces deux candidates? Vraiment, c'est clair. Je vous pose la question à tous les quatre. Pas que vous... Et tout à l'heure, dans l'élément, Mme Lagou-Henriette a dit quelque chose de fondamental. Oui. Elle dit qu'elle est la candidate pour les Ivoiriens et non la candidate des femmes. Tout à fait. Militer pour la participation politique et électorale des femmes ne veut pas dire que nous voulons une société de femmes à part. Sinon, on aurait pu créer une rébellion des femmes pour créer notre société à part. Donc ça, c'est très important de le dire. Et je reprécise ma question. Hein. Oui. Donc ce n'est pas faire un clan ni une division, mais on sait comment les choses se passent. Voilà, je vais répondre. Il fallait faire cette précision déjà. Donc là, c'est important de préciser que ce n'est pas une société de femmes à part. Mais la question, elle est importante puisque nous parlons des questions de société. Est-ce que les femmes aujourd'hui sont prêtes à voter pour les femmes? Moi, je ne veux pas stigmatiser les femmes, le vote des femmes, mais je vais parler, est-ce que la société, femmes et hommes, s'entend, les deux êtres humains, sont-ils prêts à voter pour une femme? C'est la question que je vous ai posée à tous les quatre. Hein. Oui, est-ce que vous êtes prêts à voter pour une femme? Moi, personnellement, je suis prête à voter pour une femme si son offre politique me convainc. C'est important. En même temps aussi, je n'attends pas de cette élection, sinon cette campagne électorale, qu'on se fasse focus seulement sur Henriette Lago et Simone Gbagbo pour leur demander de se surpasser, pour nous présenter des offres politiques surhumaines. Parce qu'elles sont des femmes. Parce qu'il y a une présomption d'incompétence. C'est quand il s'agit de la participation des femmes qu'on va mettre sur la table la question de sa capacité à participer, de son offre politique, alors que nous attendons également l'offre politique de M. Alassane Ouattara, candidat. Nous attendons également l'offre politique des autres candidats. Jean-Louis Billon et Awa Domelo. Nous attendons, en tout cas moi personnellement, en tant qu'observatrice, analyste, je veux bien savoir ce qu'ils nous offrent tous ces 5 candidats, y compris ces candidates-là. Je voulais insister sur... le fait d'éviter la présomption d'incompétence quand il s'agit de la participation des femmes. Ce sont 5 candidats et c'est vrai qu'on a rappelé à juste titre qu'il y avait 2 candidates et c'était une avancée, comme vous l'avez dit, significative, mais ce sont 5 candidates et nous respectons la RTI ces 5 candidates au même titre les uns que les autres. Madame Goli, vous voulez dire quelque chose, Président? Bien sûr, outre l'offre politique, et je suis totalement d'accord, moi je pense que ce que j'attends, peut-être des femmes comme... on parle des candidates. Des candidates. Oui, des candidats. Oui, c'est encore des biais. C'est la représentativité dans le Parlement. Moi, je suis d'accord avec l'offre politique, mais je pense qu'on dirige vraiment quand on est représentatif. Donc il faut être élu. Parlement. Oui, je pense qu'au-delà des élections présidentielles, moi, ce sont des mouvements que ces candidates-là dirigent. Ce sont des partis politiques. Moi, j'attends aujourd'hui qu'elles aient une influence significative avec des députés. Et députés, ceux-là sont hommes, femmes, jeunes, personnes en situation de handicap, tout ce que vous voulez, mais dans les parlements. Parce que c'est là maintenant qu'on va influencer la démocratie locale, la démocratie substantive, au niveau des élus locaux. Donc moi, je pense que j'attends encore des élections et c'est bien parce qu'après octobre, nous avons décembre. Et c'est cette capacité, parce que le MGC, il est quand même nouveau comme un mouvement. C'est vrai que... ceux qui l'animent ne sont pas voilà, nouveaux. Donc on a cette dichotomie. On a un mouvement qui est nouveau, mais avec une leader qui a du coffre. Et moi, je veux vraiment que ces mouvements-là deviennent véritablement de
grands héritages politiques et qu'on puisse avoir de bons débats au Parlement. De bons débats dans le futur président. Est-ce que vous pensez que ça peut être marquer le début de quelque chose de significatif, encore une fois, pour les années à venir? Ça peut casser ces barrières qui font que la candidate, elle est là juste pour faire du remplissage sans leur manquer de respect, et qu'au sein même de leur parti politique, il est même possible que les uns et les autres, certains ne votent même pas pour leur candidat? Non, je dirais oui. En 2010, nous avions 2 candidates sur 14. En 2020, on avait 0 dame retenue. Et en 2025, nous avons 2 sur 5. Je pense qu'il y a une nouvelle dynamique aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui fait qu'il n'est pas impossible que pour les élections législatives à venir, c'est-à-dire en décembre, il y ait un maximum donc, de candidatures féminines. Et c'est l'occasion pour moi de saluer toutes ces institutions qui travaillent d'arrache-pied pour susciter un engagement politique politique partisan également donc, pour les femmes, pouvoir opposition, la fondation allemande Konrad, Friedrich Naumann, mais l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly également, qui est une école de politique aujourd'hui qui vient motiver davantage les dames. Et je pense qu'il n'est pas impossible, comme je l'ai dit tout à l'heure, que des dames soient de plus en plus intéressées, engagées en politique et même aillent jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, à travers cet exemple-là, c'est beaucoup de dames qui ont certainement de l'espoir dans leurs différents salons. Espoir dans leurs différents salons, elles nous regardent, mais rapidement, on va faire le tour de table et on passe au prochain axe. Alors, ce que j'ai envie de dire au stade où nous sommes, c'est de dire que les 2 candidates, pour moi, c'est un espoir. C'est un espoir pour les générations futures. C'est la première observation que je fais. La deuxième, est-ce qu'il y a des hommes qui sont prêts à voter des femmes? Je dirais oui. Aujourd'hui, nous faisons... Elles sont candidates. Oui, elles sont... Est-ce que c'est sa qualité de femme ou c'est la qualité de candidate? Pas du tout. Ce que je peux vous dire, que ce soit des hommes ou des femmes, lorsqu'on est candidat, on va aller regarder l'offre. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui font preuve de masculinité positive, qui respectent la dignité de la femme et qui sont conscients du fait que les femmes ont un leadership qui est spécifique. D'accord? Elles font preuve de qualité, elles sont compétentes. Et donc, des hommes peuvent adouber ces femmes-là qui vont offrir des offres politiques cohérentes, correctes. Je veux dire, il ne faudrait pas qu'on se leurre. Ce n'est pas parce que ce sont des femmes qu'on va les blâmer. Il y a des hommes qui sont capables de voter ces femmes pourvu qu'elles nous fassent une bonne offre politique, tout simplement. L'offre politique, nous allons en parler tout à l'heure parce que nous parlons maintenant des jeunes et vous serez tout à l'heure donc, le premier à qui je poserai la parole. Mais pour l'instant, nous suivons cet élément, ce reportage de Davis Oyo qui dit ceci. Candidat retenu à la présidentielle, les jeunes absents. Les jeunes représentent plus de 75% de la population ivoirienne. Cette majorité s'est faite remarquer pendant la période de dépôt des candidatures à la Commission électorale indépendante, CEI. Ils étaient 6 à afficher leurs ambitions à diriger le pays, une première en Côte d'Ivoire. Chacun avait son programme, ses idées et des réformes claires pour la nation, selon eux. Malheureusement, hier lundi 8 septembre, ce rêve s'est mué en cauchemar. Le Conseil constitutionnel a jugé leur candidature irrécevable pour plusieurs raisons. 24 heures après ce verdict, nous rencontrons dans la commune d'Abobo Jean-François Kouassi, l'un des candidats malheureux dont la candidature a fait sensation sur les réseaux sociaux. Ça fait beaucoup de peine que nous avons pris acte de cette décision regrettable parce qu'on aurait souhaité aller jusqu'au bout, compétir, puisque vous avez bien vu que notre candidature a suscité une adhésion massive auprès des populations, auprès du peuple, notamment de la jeunesse. Nous sommes animés d'un sentiment de déception, mais en même temps, dans un esprit républicain, nous nous alignons. Maintenant, pour ce qui est de si nous allons continuer ou pas, avec mon équipe, nous allons nous réunir, faire le bilan de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et nous allons tirer toutes les conséquences. Si JFK entend prendre du recul pour réfléchir sur sa carrière politique, ce n'est pas le cas de Kwame Amani Delisa de la Valette, candidat malheureux. Nous ne comptons pas abandonner, n'est-ce pas, ce combat politique-là. Nous projetons déjà sur les législatives et surtout des échéances prochaines qui auront lieu en 2030.
La participation de ces jeunes à la candidature pour le scrutin présidentiel ivoirien est-elle de l'audace, de la fantaisie ou l'expression de la démocratie? Merci Davis Oyo. Alors, mesdames, messieurs, mesdames, audace, fantaisie ou expression de la démocratie, président? Il faut dire que l'environnement s'y prête. Oui. Vous voyez, depuis au moins ces 10 dernières années, il y a eu beaucoup de décisions juridiques qui ont été prises pour faciliter, favoriser la participation des jeunes à la gouvernance locale. La dernière en date, c'est que depuis 1960, on n'avait pas de loi qui venait concerner les jeunes. En 2023, nous avons la loi d'orientation sur la jeunesse qui vient acter le processus de participation politique des jeunes avec des décrets d'application qui permettront donc d'avoir des quotas de représentativité à des assemblées électives. Tout cela est salutaire. Aujourd'hui, nous avons une élection qui n'est pas à négliger, c'est l'élection du président de la République, celui qui va prédestiner donc qui va présider aux destinées des Ivoiriennes et des Ivoiriens. On a eu beaucoup de jeunes qui ont fait acte de candidature. Certains, pour la plupart, quand on essaie de faire le ratio, il y en a 6 d'entre eux qui n'avaient des dossiers incomplets. Il y en a 6 également qui, eux, n'avaient pas donc l'âge requis pour faire acte de candidature. Ce que nous pouvons retenir, c'est l'esprit républicain déjà qui guide la plupart donc, de ces jeunes qui ont été naturellement interviewés à travers donc, le micro-trottoir. Je voudrais les saluer pour cela. Je me satisfais du fait que plusieurs d'entre eux déjà fait acte de candidature pour motiver des jeunes, pour faire part de leur offre politique. On voyait certains qui parlaient donc de rendre des concours administratifs gratuits. Il y en a qui se projetaient sur la santé. Il y en a qui parlaient donc de réduire même l'âge et l'accessibilité des jeunes donc dans les instances de prise de décision. Il y en a qui disaient également qu'ils allaient faire en sorte que l'école soit totalement gratuite et que rien ne soit payant. Je pense que tout cela est satisfaisant. Après, comme certains l'ont dit, il faut faire le bilan. Il faut se projeter surtout parce que l'engagement ne s'élimine pas à l'engagement politique qui vise à être président de la République. Nous avons les législatives et nous aurons également en 2028 les élections donc, municipales. Alors, certains, on a vu dans ce reportage de Davis Oyo, qui se projettent déjà pour les législatives et 2030. Commentaire oui. Comment vous qualifiez justement ces... Parce qu'on a vu, on revient encore aux réseaux sociaux, il y en a qui les ont raillés en pensant que ce n'était pas sérieux ce qu'ils avaient fait. Ils voulaient juste qu'on les voit à la télévision. Quel est votre commentaire justement par rapport à ce qu'ils ont osé? Oui, moi je salue l'audace ils ont cru en eux. Qui ont cru en eux et qui, derrière leur candidature à la candidature, ont pu attirer de nombreux jeunes sur le processus électoral. C'est très important parce que la participation électorale des jeunes en tant qu'électeurs est une question importante puisqu'ils s'inscrivent rarement sur les listes électorales quand on fait à chaque fois le décompte. Je parle des nouveaux majeurs. À chaque fois, on les recherche alors qu'ils sont les plus nombreux. Donc, c'était important pour la symbolique, mais pas que. Parce que derrière, il y avait effectivement des vrais rêves. Et c'est dommage, c'est regrettable, les railleries qu'il y a eu. Cela dénote encore des construits sociaux parce qu'on est dans une société gérontocrate. Donc, on ne prend pas toujours au sérieux le jeune qui va venir. Et parce qu'il est en train de marcher, il fait ses courses à pied, on rit de lui. On attend d'un jeune qui soit très riche et qui puisse réunir 50 millions. Alors, dans quelle société nous sommes? Donc, il y a lieu de... Ça faisait partie des critères. Oui, cela faisait partie des critères. Et on est d'accord. Et moi, c'est pour cela que je soutiens cette candidature, pour moi, qui attire l'attention sur, justement, le rejet, ou sinon la mise à l'écart d'une bonne partie de la population jeune, qui n'a pas suffisamment d'argent. Et ça, c'était important. Même pour les parrainages, il faut se déplacer. Moi, j'ai vu le candidat des jeunes, Jean-François Kouassi, dans les cars, en train de chercher ses parrainages à Yamoussoukro et autres. Mais ça demande aussi du financement et tout. Les candidats ne sont pas préfinancés, les candidats à la candidature. Donc, il y a cette réalité-là qui nous interroge sur l'état de notre société et qui est une opportunité aussi de réfléchir sur nos thèses. Pourquoi ne pas ouvrir davantage si on peut voter à 30 ans? Pourquoi on ne peut pas être candidat? Alors qu'on a vu qu'il y a des candidats, des potentiels candidats, des personnes qui voulaient candidater, qui n'ont pas pu candidater parce qu'elles ne sont pas sur la liste électorale. Alors, si je suis sur la liste électorale, je peux être candidat. Donc, si je suis sur la liste électorale à 30 ans, il faudrait que le processus me permette. Donc, c'est une profonde réflexion sur nos thèses, sur la loi électorale et qu'il faut mener. Et aussi, il faut conscientiser davantage notre société par rapport à son regard sur la jeunesse, parce que la jeunesse est parfois stigmatisée. On parle beaucoup de la question des femmes, mais les jeunes ont été stigmatisés dans cette campagne à la candidature. C'est votre regard, hein? Oui, Ghislain. Oui, mais de quelle jeunesse parlons-nous?
Parce que quand on parle de jeunes candidats, vous savez que la jeunesse, c'est une donnée sociologique. C'est vrai, juridiquement, on situe entre 18 et 35 ans, mais n'oublions pas que dans notre pays, il y a eu plusieurs ruptures de liens sociaux. Et donc, avec ce qu'on a connu récemment, à 50 ans, d'autres sont jeunes. À 60 ans, d'autres sont jeunes. Donc, ce que je constate, c'est que la jeunesse varie. Juridiquement, oui, c'est encadré, mais sociologiquement, on peut l'ouvrir. Ça, c'est le premier constat que je fais. Oui, la jeunesse est stigmatisée, surtout dans le champ politique, parce que quand on regarde ces jeunes qui sont dans des appareils politiques, quel est le rôle que ces jeunes-là jouent dans les appareils politiques? C'est un rôle de mobilisation. Ils n'ont pas les premiers rôles. Voyez-vous, effectivement, lorsqu'il y a des mobilisations à faire dans les rues, etc., on a la capacité de les mobiliser. D'autres parleraient de manipulation de cette jeunesse. C'est un constat que je fais. Deuxième chose, c'est la culture politique. Quelle est notre culture politique? Aujourd'hui, ce que je constate, il y a une valorisation de l'expérience en politique. Est-ce qu'il y a la formation au sein des partis politiques de façon concrète sur nos réalités pour ces jeunes? Est-ce qu'on a envie que ces jeunes, justement, se gagnent en connaissance, en maturité? Alors, ce que je peux vous dire... Voilà, c'est une question que je vous pose à tous les quatre. D'un appareil politique à un autre, il y a une constante. La formation fait partie, je veux dire, de leurs priorités. Je sais que dans les partis politiques, il y a de la formation. Maintenant, est-ce que cette formation se fait de façon régulière, de sorte à armer cette jeunesse? Je ne fais pas partie d'un appareil politique, je ne pourrais pas le dire, mais ce que je constate, c'est qu'en termes de culture politique, on valorise l'expérience parce qu'on se dit que les jeunes sont inexpérimentés. Et comme ils sont inexpérimentés, on ne va pas les proposer, je veux dire, à des postes véritablement de responsabilité. Dernier élément, il y a des barrières structurelles. Quand vous prenez les conditionnalités, il y a un âge minimum. Voyez-vous, il y a un âge minimum. Ça peut être un frein. Il y a aussi le cautionnement. Et quand on regarde, c'est plus de 77%. Je vais dire, on est à plus de 70% en Afrique, mais en Côte d'Ivoire actuellement, c'est 75% de représentativité pour la jeunesse. Est-ce que ces jeunes-là ont les moyens de pouvoir respecter le critère du cautionnement? Donc pour moi, il y a encore quelques freins, mais je salue les jeunes qui ont pu déposer leur candidature et cela nous donne espoir de ce que l'espace politique est ouvert parce que la jeunesse a aussi droit à exercer justement la chose publique. Qu'en pensez-vous, Madame Goli? Vous êtes je rappelle, vous êtes analyste politique. C'est cela, justement, et je pense que dans les propos de mes confrères, consoeurs, voilà, tout a été dit. Nous avons un cumul de conditionnalités qui vont justement faire une barrière. Si la jeunesse est 18-35 ans et qu'on peut candidater à partir de 35 ou après 35 ans, ça veut dire que légalement, on exclut la jeunesse. En tout cas, la jeunesse telle qu'on l'a définie juridiquement. Donc, on ne peut pas avoir de candidat jeune parce que légalement, on ne peut pas... moi, je suis... Je vais terminer. Et aussi... après, j'aurai une question avant vous, Président. Allez-y, Madame. Autant que... mais c'est pour ça qu'il a dit qui est-ce qu'on définit comme jeune. Est-ce qu'on prend le jeune sous l'angle de la sociologie, sous l'angle du droit? Qui est le jeune finalement? Et aussi, autant qu'on peut avoir un éternel féminin, on peut avoir un éternel jeune. Et cet éternel jeune, justement, sera dans la représentation du pouvoir politique, du pouvoir tout court. Qui est-ce qui exerce le pouvoir? Ce sont des hommes d'un certain âge et qui ont de l'argent. Donc on est dans de la gérontocratie mêlée à de la plutocratie. Vous ne pouvez pas demander à un jeune de 30 ans, de 20 ans, de venir avec 50 millions. Combien en Côte d'Ivoire ont 50 millions? Donc on a des conditionnalités. Alors moi, je voudrais vous poser une question. Oui. Est-ce que la Côte d'Ivoire est le seul pays qui encadre ces élections? Est-ce que les critères dans d'autres démocraties, il n'y a pas des critères qu'il faut respecter pour être
candidats à la candidature. Et j'y arrivais justement, mais est-ce que ces critères-là sont aussi stricts qu'en Côte d'Ivoire? Parce qu'on a eu pour moi un durcissement des conditionnalités là, au fur et à mesure de nos codes électoraux. On a eu quand même ce cautionnement, on a eu le parrainage. Je pense qu'on a au fur et à mesure du temps. Et je vais terminer parce que quand on parle de jeunes aujourd'hui, justement, vous avez fait cas d'autres contextes. On a applaudi, par exemple, on a applaudi certaines fois Thomas Sankara au Burkina. Est-ce que si Thomas Sankara était en Côte d'Ivoire en 2025... On ne peut pas comparer. On peut pas comparer. Non, Voilà. là excusez-moi, Madame Gaulier, je ne vous laisserai pas... Non. Oui, non, mais je vous dis que... Non, je ne vais pas vous laisser comparer. On parle de la Côte d'Ivoire. N'allez pas chercher, s'il vous plaît, raison sur OK, la on va rester en Côte d'Ivoire. Et aussi, Delors l'a dit, on doit avoir un parallélisme des formes. Si je peux élire à 30 ans, si je peux élire à 20 ans, si je peux avoir la capacité de lire un programme ou un projet politique, pourquoi je ne pourrais pas présenter moi aussi un projet politique? D'accord. Parce qu'on peut le dire. Alors, moi, donc je reprends ma question. Est-ce que c'est suffisant de pouvoir lire un programme politique pour dire qu'on est en capacité, parce qu'on a vraiment une offre politique adéquate et candidater? Est-ce que, je vous le demandais tout à l'heure, ce n'est pas encadré ailleurs en ce qui concerne justement les critères pour être candidat à la candidature, Président? Non, pour une fois, je ne serai pas d'accord avec Karine. Non, mais ça, et je le dis pourquoi. C'est le principe du débat. Non, mais c'est... Je justifie justement. Allez-y. Tout à l'heure, elle a salué le parrainage, parce que le parrainage il n'est pas nouveau, le parrainage. Et évite les candidatures fantaisistes. Mais il n'est pas nouveau, on est d'accord là-dessus. Et là, dans la poursuite de ses arguments, elle a relevé le fait que le parrainage pouvait être en tout cas une entorse aux candidatures des jeunes, parce que ça demande des moyens. Moi, je pense qu'en toute chose, il faut des règles. L'élection du président de la République, c'est quand même l'élection du premier Ivoirien. Le président de la République fait partie des 5 symboles de la République, à côté de la devise, à côté de notre hymne national, à côté de notre armoiries. Donc, ce n'est pas à négliger, il faut des conditions. Et je voudrais relever au passage que sous la Deuxième République, les jeunes ne pouvaient pas faire acte de candidature parce que la Côte d'Ivoire a ratifié la Charte africaine de la jeunesse qui dit qu'elle jeune toute personne âgée de 15 à 35 ans. Est jeune donc en Côte d'Ivoire toute personne qui respecte ces critères d'âge-là. Sous l'Ancienne République, il fallait avoir au minimum 40 ans. Donc les jeunes étaient exclus. Ici, il y a une avancée salutaire. On a dit qu'il faut avoir au minimum 35 ans. Et je pense que celui qui a 35 ans et qui pense avoir ces 35 ans et c'est donc une offre politique, la mobilisation du parrainage et des autres conditions, faire des candidatures et au regard de tout cela, une fois que les conditions sont remplies naturellement, sa candidature est validée. Pour moi, il est important déjà de saluer ce qui est fait. Après, il a été relevé sur ce plateau que des jeunes occupent donc des postes de second plan donc au sein des formations politiques. Moi, je change avec toutes les formations politiques. Quand vous partez aujourd'hui à Lakota, le président de la Ligue des jeunes du PPACI, les maires de Lakota, ce n'est pas un jeune. Au niveau du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, j'ai un vice-président qui a été élu maire de la commune de Dabakala à moins de 35 ans. Quand vous partez aujourd'hui au niveau donc, du conseil régional donc, du Lodjibois, l'an passé, donc le premier vice-président du conseil régional, c'était M. Carbé Philippe, qui est aujourd'hui chef de cabinet au ministère en charge des sports. Donc, ce que je dis, beaucoup reste à faire, mais il y a des avancées salutaires qu'il ne faut pas en tout cas nier. Merci. Le président des jeunes dit qu'il y a une avancée qu'il ne faut pas nier. Que nous saluons. Mais ce que je voudrais dire, par rapport à ce que nous observons, je reste persuadé que les jeunes restent des soutiens. On est dans une approche clientéliste. Les jeunes restent des soutiens. Ce sont des militants de rue parce que ce sont eux qu'on instrumentalise souvent dans les rues. Ce ne sont pas toujours des candidats légitimes. C'est un constat que je fais. Oui, je voulais revenir sur la question de la jeunesse. Je suis surprise que ce soit le président des jeunes qui n'accompagne pas le plaidoyer pour la révision de l'âge à la baisse. C'est pas ce que j'ai dit, madame. Pour l'accès à la candidature. Vous aurez le temps peut-être de repréciser. Mais c'est pas ce qu'il a dit, mais il va repréciser. J'ai pensé comprendre. Mais ce que je veux dire, c'est vrai qu'il y a des avancées. Si on passe de 40 à 35 ans, c'est une avancée qu'il faut saluer d'une élection
élection à une autre, ou même d'une république à une autre, comme il le dit. Mais il y a une question aussi fondamentale, la question des jeunes femmes. Il y a une dizaine de jours, j'ai participé à une conférence. Quand on dit des jeunes, parce que là, c'est-à-dire toujours dans le même. Oui, mais excusez-moi. Comme tout à l'heure, quand on parlait des candidats, il n'est pas question d'être, parce que c'est une femme, c'est un homme, ce sont des candidats. Oui. Et quand on dit les jeunes, c'est vrai qu'on a vu que des jeunes monsieur. Non, je me permets d'en parler parce que j'ai été confrontée à une situation où justement on m'a demandé une activité, où on m'a demandé de venir faire une conférence sur la participation politique des jeunes femmes. C'est vrai que moi je parle de participation politique des jeunes, des femmes, et j'ai eu à faire des reportages sur la participation politique des jeunes femmes, mais pas de conférences, et ils m'étaient demandé de donner des chiffres. Mais toutes les recherches que j'ai pu faire, c'était des données sur la participation politique des femmes et non des jeunes femmes. Si je prends la jeune femme dans la tranche d'âge concernée. Et donc, j'ai commencé à chercher, mais et la participation politique des jeunes au niveau africain et autres. J'avais du mal à avoir des données. Ça veut dire que déjà, il y a une négligence même des structures de recherche sur ces questions-là. Si je ne m'abuse, peut-être que le président a d'autres données plus importantes au niveau africain, sous-régional, des données vraiment détaillées sur la participation. Donc vous voulez dire que ce phénomène, la question des données, elle est importante pour pouvoir analyser la situation. Il est sous-régional? Sinon, on va prendre... oui, sous-régional. Sinon, on va prendre les cas par cas, des exemples, Voilà, c'est important de mettre des données pour pouvoir mieux analyser la situation. D'accord. Oui, Madame, allez-y, reprécisez votre position. Je veux repréciser ma pensée. Et votre pensée. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en 2016, on a vu donc l'âge au niveau donc des candidatures minimum qui a été ramené donc à 35 ans, passant de 40 à 35 ans. J'ai dit également qu'il s'agit de l'élection du président de la République. En toute chose, il y a des normes, il y a des règles. Il n'est pas mauvais qu'il y ait l'âge. On peut polémiquer là-dessus, 30 ans, d'autres diront 18 ans, d'autres diront 17 ans. Mais pourquoi 30 ans et on ne prend pas 18 ans? Si tel est qu'à partir de 18 ans, on peut être sur la liste électorale. La question est posée. Donc on peut mettre 18 ans. Ce que je dis, c'est que pour être président de la République, il faut avoir en tout cas des compétences assez solides. Je ne lis pas les compétences à l'âge, mais je dis que pour l'instant, les jeunes peuvent faire acte de candidature à l'élection du président de la République et voir leur dossier validé à condition qu'ils aient 35 ans. Après, il y a beaucoup aujourd'hui qui peuvent faire acte de candidature pour d'autres élections, mais qui contribuent au développement. Tout à l'heure, je pense que Karel parlait donc des municipalités, parlait donc des législatives qui, selon elle, contribuent à transformer véritablement donc la vie des populations. Cela n'est pas à négliger. Il y a aujourd'hui, depuis 3 mois, nous travaillons sur des décrets d'application de la loi d'orientation sur la jeunesse. Nous avons proposé des quotas de représentativité à des assemblées électives. Nous avons proposé également qu'il y ait en tout cas des âges assez accessible pour les jeunes au niveau donc, du Sénat, par exemple. Sans indiscrétion, c'est vrai que ce sont des propositions, mais on peut avoir une petite idée. Non, pour l'instant, ce sont des propositions qui ont été présentées au Premier ministre à l'occasion donc, de la Journée internationale de la jeunesse. Il y a une réflexion. Nous attendons. Il y a une réflexion qui a été faite. C'est 3800 leaders d'organisations de jeunes, 3800 associations, 7000 leaders d'organisations de jeunesse en Côte d'Ivoire au niveau de la diaspora. Après réflexion, donc, les propositions ont été faites au Premier ministre chef du gouvernement. Après les dispositions arrêtées donc, seront communiquées par les voies officielles. Nous sommes très attentifs à cela. Dans le présupposé narratif, il y avait une présomption d'incompétence des jeunes quand on liait l'âge à la capacité. Bon, il a reprécisé sa pensée. Il a reprécisé sa pensée pour éviter les équivoques. Je pense que la parole est à moi quand même. Non, allez-y. Ah voilà. Je pense que... Je ne parle pas de galanterie parce que nous sommes égaux. Mais c'est Madame Goli. C'est cela. Je pense que ce qui est important ici, c'est que ce sont les populations qui votent, finalement. Ce sont les populations qui décident. Pourquoi les populations ne décideraient pas qu'un jeune de 18 ans devienne le président? Parce que j'ai l'impression que... Est-ce que ce sont les populations qui font les lois? Non, mais c'est elle qui vote. Parce que justement, il dit, c'est quand même l'élection du président, il faut qu'on mette des barrières, c'est quand même le symbole. Peut-être que les populations veulent que symboliquement, leur président ait 20 ans. Mais les populations, elles ont des représentants donc, à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Et je pense qu'effectivement, si ça doit être... Au regard du plaidoyer, ce plaidoyer qui doit être fait, peut-être qu'elles vont porter, elles vont porter cette question. Et puis, il y aura une révision constitutionnelle, peut-être, effectivement. Peut-être. Alors, moi, personnellement, je ne suis toujours pas d'accord avec le président des jeunes. Ah. Non, je ne suis pas d'accord. Non, mais c'est votre droit. Hein, oui, je ne suis pas d'accord. Le constat que moi je fais, c'est qu'on a une frustration de la jeunesse.
Les jeunes sont frustrés dans les appareils politiques. Mais qui les frustre? Mais justement, c'est par rapport au système qui est mis en place qui ne leur permet pas d'exercer de hautes responsabilités au sein de leurs appareils politiques. Ça, c'est et moi, je note même une désaffection des jeunes vis-à-vis même du processus électoral. Il y a beaucoup de jeunes qui vous disent c'est pas la peine parce que ça, on va aller mourir, ils vont nous demander d'aller dans les rues, voilà, etc. Ça, c'est un autre débat. On l'a déjà fait. On l'a fait. Deuxième élément, oui, c'est la responsabilité de chacun. Le déficit de démocratie au sein des partis politiques et autres fait qu'on ait un transfert de l'expression politique des jeunes vers les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, la cible véritable, vous allez voir, c'est les jeunes. Les jeunes sont sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, ils s'expriment. Donc, c'est le lieu d'expression, d'aspiration, mais aussi de frustration. Mais Gisèle Coulibaly, est-ce qu'on va revenir, on ne va pas revenir au premier, mais c'est lié, c'est vrai, ce sont les jeunes, mais est-ce que parce qu'il y a une frustration, on doit se servir des réseaux sociaux dans une période électorale et sensible pour attiser ou pour insulter, menacer? Non, pas du tout. On peut être frustré, mais est-ce qu'il ne doit pas y avoir de la retenue? Oui, ce que je note, c'est que déjà, les réseaux sociaux, lieu d'aspiration, où on rêve, mais lieu de frustration. Maintenant, ce que nous disons, c'est que les jeunes ne doivent pas utiliser les réseaux sociaux pour propager la haine. Parce qu'on peut utiliser les réseaux pour propager la haine, les fake news, tout ce qui est désinformation, et ça, ce n'est pas bon. Au contraire, les réseaux sociaux sont un vecteur de consolidation de la cohésion sociale et de la paix. Gisèle Coulibaly, nous allons mesdames, messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Je vais vous demander un seul mot. Je finirai par vous. Concernant justement la suite, quel est le message à tous ceux qui nous regardent concernant ce processus électoral? Alors, ce que nous souhaitons, c'est un processus électoral transparent, mais apaisé surtout, parce qu'avec les crises qu'on a connues, je pense qu'il y a une fatigue politique qui se ressent et il faut jouer franc jeu. Donc, regardons surtout les propositions, les offres politiques des différents candidats et candidates et on espère qu'il y aura le débat vraiment sur le fond. Merci d'être venu, Nesmone Delors. Président. Nous attendons donc les offres politiques des différents candidats retenus pour l'élection présidentielle. Nous demandons aux jeunes d'avoir des attitudes de plus en plus responsables, aussi bien sur les réseaux sociaux qu'au cours des présentations, de recevoir tous les candidats, de les écouter et de faire le choix de la Côte d'Ivoire, de prioriser la Côte d'Ivoire. Prioriser la Côte d'Ivoire, merci Président Diabaté. Madame Goli. Alors, pour moi, c'est le débat. Contribuer au débat, à ce débat-là, parce que le débat fait partie des activités de la démocratie, des activités de la participation politique. Il ne faut pas qu'on perçoive la participation politique seulement en étant élu, en étant ministre, mais participer à ce débat-là. Et c'est le lieu de remercier tous ces médias qui nous invitent aujourd'hui, que nous soyons des jeunes, des femmes, des personnes de la société civile, c'est de continuer le débat et c'est par le débat que justement cette culture politique va commencer à changer l'inculture. Merci Mme Goli d'être venue. Gisèle Coulibaly, le dernier mot. Un dernier mot, je dirais à tous ceux qui nous regardent, il faut contribuer à faire en sorte que l'environnement soit apaisé, que l'environnement soit sécurisé et cela passe par notre responsabilité citoyenne. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous les quatre. Que les débats soient citoyens, ouverts, critiques et constructifs pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Restez sur RTI1. À très bientôt.